Bonjour à tous, nous sommes réunis autour de la table aujourd'hui pour parler d'intrapreneuriat dans le cadre du projet Jedi Millennium. Jedi pour jeunes entrepreneurs et développeurs d'innovation, un programme qui a été lancé par Mohamed Bayad et accompagné par moi-même, Aurélien Ferry, qui suis doctorant spécialisé en entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'intrapreneuriat est le fer de lance des entreprises innovantes. Je peux citer La Poste, Leroy Merlin, BNP Paribas et même les TPE, PME, PMI. Qui sont ces corporate takers, ces entrepreneurs du changement? Quelles sont leurs personnalités, leurs motivations, leurs compétences? Comment les manage-t-on? Nous sommes ici autour de la table pour en parler. Nous accueillons tout d'abord Pierre Rondel. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors, je m'appelle Pierre Rondel, je suis étudiant salarié au CNAM en master marketing et je travaille pour Fenwick, donc les chariots élévateurs en alternance. À côté, je développe avec un ami à moi une start-up qui s'appelle Alfred et Nestor, qui est une conciergerie dématérialisée. Donc le but sera pour un consommateur de nous poser de nous demander n'importe quoi et nous d'y répondre. Et ce qu'on veut vraiment mettre en place, c'est des partenariats avec essentiellement des startups pour essayer de faire vivre et de développer la French Tech finalement et de faire fonctionner le Made in France. Merci. Nous accueillons Pierre-Éric Becker. Bonjour. Donc moi, je suis un ancien chef d'entreprise qui a monté un projet au sein de Frontières du Pixel. Et au jour d'aujourd'hui, je suis directeur de la Helios Gaming School. D'accord. Et vous allez, pendant cette table ronde, nous parler de e-sports. C'est ça, on va vous parler Alors, d'e-sport. qu'est-ce que le e-sport? Donc l'e-sport, c'est les compétitions autour des jeux vidéo. Monsieur Villaume, bonjour. Bonjour, alors moi je suis fondateur et directeur d'Aux-Frontières du Pixel, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les événementiels jeux vidéo, la médiation numérique et le sport électronique, ou e-sport, et qui consiste, comme l'a dit Pierrick, à la pratique de la compétition de jeux vidéo. Très bien, merci. Et Marie Tribout, bonjour. Bonjour. Donc Marie Tribout, je dirige l'agence de communication du groupe La Poste en Lorraine. Je suis conseillère régionale du Grand Est en charge de l'innovation notamment et je suis présidente de l'association Innovation Responsable. Voilà, et tout ce qui touche à l'innovation, à la culture de l'entrepreneuriat me passionne. J'ai vraiment envie d'accompagner ça à la fois au sein de mon entreprise, le groupe La Poste, sur l'ensemble de l'écosystème régional du Grand Est et puis entre les grands groupes et les startups en synergie. Alors, on va déjà se poser la première question. Qu'est-ce que l'intrapreneuriat? Alors, je vais me tourner vers Pierre. Quelle est votre vision de l'intrapreneuriat? Est-ce que c'est une logique qui peut vous intéresser pour l'avenir? Et est-ce qu'on peut faire déjà la différence entre l'entrepreneuriat, entreprendre une entreprise, et l'intrapreneuriat, entreprendre au sein même d'une organisation? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille au sein d'une entreprise et qui a un projet innovant et qui souhaite la développer et qui, justement, bénéficie de tous les moyens et supports de son entreprise si son projet a un rapport avec le secteur d'activité de son employeur. Pour moi, je ne me vois pas en entrepreneur à l'avenir parce que l'entreprise dans laquelle je travaille n'est pas du tout dans le même secteur que... Donc l'entreprise actuelle, mais est-ce que ça pourrait être une logique d'avenir dans 2, 3, 5 ans, une logique d'aller plutôt vers l'intrapreneuriat, ou est-ce qu'il y a une notion forte pour vous de dire non, je veux entreprendre seul en dehors d'une entreprise déjà existante? Alors, étant donné que je pensais très entrepreneuriat, je me suis mis dans une logique d'être seul, enfin d'être accompagné par mon associé, mais voilà. Mais pas de bénéficier d'une structure déjà existante. Et par contre, ça pourrait être à l'avenir une solution si je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de contraintes au niveau du temps, au niveau infrastructure, au niveau des moyens aussi, pour rentrer et faire évoluer mon marché. Et éventuellement, oui, ça pourrait être un levier à l'avenir de dire je vais travailler pour telle entreprise qui tourne un peu autour de ce secteur et proposer mon idée au sein de cette entreprise. Très bien. Ça pourrait être une éventualité. Eh ben, on va demander à Monsieur Becker, qui est lui-même intrapreneur au sein d'Aux Frontières du Pixel.
Qu'est-ce qu'un intrapreneur? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc un intrapreneur, donc la définition était très bonne. La petite différence, c'est que moi, je faisais pas partie de Frontières du Pixel. Donc pour la petite histoire, donc avec Thomas, on était dans le train, on allait sur un salon professionnel, donc IT Partners à Paris, et il me fait part donc, de son idée d'ouvrir une école en 2018, donc une école e-sport. Et ça m'a travaillé pendant les 2 jours, et sur le chemin du retour, je lui ai dit, bah, écoute, si tu me laisses le projet, moi je peux l'ouvrir en 2017 et on gagnera un petit peu de temps. Donc effectivement, c'est de l'entrepreneuriat, puisque du coup, j'ai monté le projet au sein de Frontières du Pixel. Donc lui, il m'a dit, de toute façon, ben, si jamais tu y arrives, banco, tu seras salarié aux Frontières du Pixel. C'est une belle motivation, ça. Très bien. Et donc vous, monsieur Villaume, c'est quoi votre... C'est créer son propre job au sein d'une entreprise. Donc vous n'étiez pas aux Frontières du Pixel, vous intégrez aux Frontières du Pixel. Et là, monsieur Villaume dit, banco, carte blanche, on se lance et on va se servir des moyens financiers, humains, techniques de l'entreprise. Alors, vous, monsieur Villaume, quelle est votre définition de l'intrapreneuriat? Moi, je pense que c'est une bonne définition, quoi, qu'on soit salarié d'une entreprise ou qu'on soit extérieur et qu'on a un projet dans lequel on va se rattacher dans un domaine connexe ou qui peut être différent. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, c'est une idée que j'avais, mais il faut savoir qu'un entrepreneur, quel que soit son niveau, est toujours très pris. Et j'avais pas forcément de temps ni d'équipe dédiée, en tous les cas, pour pousser aussi rapidement le projet. Donc, moi, de toute façon, dès que j'ai une idée, j'en parle à un maximum de monde autour de moi. Hein. C'est comme ça, on jette les filets. Puis là, je suis tombé sur un bon poisson. Donc, même plus que ça, parce que du coup, honnêtement, un projet de ce type-là, de cette ampleur-là, parce qu'il faut savoir que une idée, ça vaut rien, et en tant qu'entrepreneur, on est souvent soumis à des gens qui ont des idées. Donc là, pour les auditeurs, si vous avez une idée, c'est bien. Maintenant, ce qui est important, c'est l'exécution de l'idée. Et si vous trouvez déjà des gens prêts à vous acheter cette idée, Pierrick avait déjà cette logique d'entrepreneur, parce qu'il était lui-même chef d'entreprise et avait même lui-même créé ses propres structures. Donc il connaît très bien les difficultés, les enjeux et les défis de la création d'entreprise, de monter un projet, un business plan, de tout, des responsabilités légales, juridiques, trouver les partenaires, les locaux, les professeurs. Donc effectivement, tout ça, seul, on aurait pu le faire, mais ça nous aurait pris 1 an et demi. Là, de l'idée au projet à l'ouverture, ça nous a pris 6 mois. Donc il faut savoir que c'est extrêmement rapide sur un projet comme ça. Mais en attendant, comme j'aime le dire, c'est qu'on a mis 6 mois pour ouvrir ce projet. Tout le monde me demande comment on a fait, mais je fais ouais, mais pour avoir ces 6 mois, ça m'a pris 12 ans. D'accord, oui, donc il y a 12 ans de un réseau. temps de maturation, de réseau. C'est exactement ce que disait Pierre-Éric et M. Rondel, c'est qu'en fait, on construit chacun un réseau, et à un moment donné, quand il y a un projet, on l'active. Et puis, si on voit que c'est réactif, on y va. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est qu'on a activé chacun nos réseaux, on les a assemblés, et ça a permis de créer un projet connexe et complémentaire, et qui, pour le coup, est totalement innovant. Très bien. Je me tourne vers vous, Marie Tribou. Donc, vous êtes au sein de La Poste, et le mot entrepreneuriat résonne pour La Poste, qui veut en faire une logique de développement. Effectivement, La Poste, c'est une entreprise traditionnelle qui est tout à fait percutée par la 4e révolution industrielle, avec le digital, l'environnemental, le social, et c'est important d'assurer son avenir et de trouver les ressorts de sa réinvention. Donc pour cela, elle s'appuie sur plusieurs stratégies. La stratégie de se rapprocher des startups via son incubateur qui s'appelle Starting Post. Et effectivement, là, on propose à toute startup qui répond aux 5 domaines d'activité de notre entreprise de se rapprocher de nous pour pouvoir créer des passerelles avec eux qui ont une idée disruptive et nous qui avons une taille de marché. On a aussi notre propre laboratoire interne, Lab Postal, où il y a des solutions qui sont développées par la Direction de l'innovation nationale. Et puis on a l'entrepreneuriat, donc c'est aussi une 3e forme d'entrepreneuriat interne pour booster la modernisation de notre entreprise, où on s'appuie effectivement sur nos salariés qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec le filet de sécurité de rester salariés. Donc on a un grand projet qui s'appelle 20 projets pour 2020, qui existe depuis 2014, où on
sélectionne 3 à 4 projets par an. Donc, on a eu la première année 600 projets, donc on a 2500 collaborateurs à la Poste, mais quand même 600 projets d'entrepreneurs. 2015-2016, plutôt 300, mais c'est quand même déjà énorme. Donc, c'est effectivement important de s'appuyer aussi sur l'interne parce que c'est eux qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les petits couacs organisationnels qu'il peut avoir et sur lesquels il y a des améliorations à apporter, qui connaissent bien les clients, le terrain et qui peuvent avoir des solutions aussi pour que l'entreprise facilite la vie de ses clients. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à ces 3 à 4 qui sont sélectionnés, donc on sélectionne 30 dossiers sur le fond, une dizaine après pitch et ensuite 3 à 4 pour leur donner les clés du camion de l'entreprise avec, comme ça a été dit, des moyens humains, les réseaux, du financement aussi. Il y a une enveloppe de 100 000 € qui est donnée à l'équipe parce qu'effectivement, on dit en général pour être une start-up, il faut être au moins 2. C'est souvent un binôme qui réussit. Donc, c'est imposé, modèle imposé, c'est de venir à 2 pour proposer son projet. Et puis à terme, si la start-up devient une filiale de l'entreprise, l'équipe détient 20% du capital de cette nouvelle filiale et voilà, l'entreprise 80%, mais elle aura fourni les moyens, le réseau, etc., ce qui n'est pas neutre. Voilà, donc c'est une vraie volonté de l'entreprise de s'adosser sur toutes les formes d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc, je rebondis sur Pierre. Donc, vous êtes 2 pour votre projet. Est-ce qu'on peut connaître un peu le process? Où est-ce que vous en êtes? Comment on construit le projet pour en arriver à la création de la start-up? Alors nous, ça fait, moi seul, ça fait plusieurs années, 3-4 ans que je veux créer quelque chose, donc que je switch entre plusieurs idées, que j'essaie de les développer. Donc pareil, faire un business model, un business plan, étudier le marché, savoir comment il fonctionne, savoir ce qui va encore mieux fonctionner demain. Donc c'est seulement l'année dernière qu'on s'est posé et qu'on a décidé de partir sur Alfred & Nestor. Et du coup, tout un travail de recherche, d'études, d'analyse du marché, finance, infrastructure, population. Et, donc on a posé un business model, ouais. C'est ça, on a posé un business model avec une étude de marché, etc., avec toutes les étapes. En fait, on a tout simplement fonctionné par étapes. Il nous fallait l'idée, ensuite peaufiner l'idée, la valider. Ensuite, business model, business plan. Et puis là, en ce moment, on essaye de développer quelque chose qui peut ressembler à pardon, j'ai oublié le mot, un prototype, voilà. Voilà. Et ensuite, une phase encore de test de ce prototype sur une population, sur un échantillon, et ensuite voir si ça fonctionne. Donc là, dans le schéma, nous en sommes à la phase de prototypage et nous allons tester le prototype auprès d'un public potentiellement client, des prospects. À savoir que pendant ce temps, il faut toujours réactualiser son business model et son business plan parce que la définition d'une start-up, c'est d'être totalement volante, quoi. Donc il faut régulièrement refaire son business model. C'est ça qui la différencie d'une entreprise. Monsieur Becker, une question qui pour moi me semble importante. Vous étiez dirigeant, vous êtes maintenant intrapreneur. Comment on passe de l'un à l'autre? Quelles sont les différences? Vous avez vécu les deux aspects. Donc quelles sont les différences entre le fait d'être dirigeant et le fait d'être intrapreneur? Alors la première différence qui est majeure pour moi, je sais pas, j'ai peut-être choqué des gens, mais maintenant je ne dépense plus mon argent, je dépense l'argent des autres. Très bien. Voilà. Donc l'argent de M. Guillaume, ok, très bien. Non, mais hormis ça, c'est vrai qu'au niveau du projet, on a déjà eu une phase de réflexion. Donc déjà, est-ce que le projet est viable ou non? Donc ça, c'était quelque chose de personnel que j'ai fait de mon côté. Après, une fois que mon projet était fait, je l'ai soumis donc à l'équipe de Frontières du Pixel, qui m'ont dit oui, on te suit ou on te suit pas. Et après, personnellement, il a fallu faire un choix. Donc j'ai vendu ma société pour avoir du temps et pour pouvoir rejoindre l'équipe de Frontières du Pixel. Donc il y a des choix lourds de conséquences, de dire je passe de dirigeant à intrapreneur au sein d'une entreprise. Donc il y a une confiance mutuelle qui doit s'instaurer sur le projet. De toute façon, ça me semble essentiel, la confiance entre les collaborateurs et aussi les différents partenaires, parce que Pierre-Eric, on a appris à se connaître, donc forcément, parce que... on se connaissait depuis longtemps. On avait déjà pu collaborer ensemble sur des projets d'événements qui n'avaient rien à voir avec l'idée de l'éducation.
Et c'est de l'évolution du marché, c'est que forcément au sein des événements, ils suivaient tout ce que faisait aux frontières du pixel. On avait déjà émis des idées de collaboration, mais c'est pas que ça avait avorté, c'est que ça avait rien donné parce qu'on n'avait pas pu forcément travailler dessus. Puis c'est au moment où on s'est dit, tiens, moi, voilà, sur cette idée-là, de ce projet-là, il s'est avéré que Pierrick, de son côté, avait déjà tout son réseau, nous, on avait tout le nôtre. Et en fait, c'est en renforçant nos compétences, effectivement, ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est que d'un côté, on utilise les ressources d'une entreprise sur un projet sur lequel elle a envie d'aller. Et en même temps, nous, en tant qu'entreprise, ça crédibilise nos actions parce que ça renforce aussi l'écosystème. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est un écosystème qu'on est en train de mettre en place. Et forcément, ça facilite les choses. Parce que je pense que si Pierrick avait dû lever lui-même l'argent, ça aurait mis plus de temps. Donc on a une notion de ressources, d'utilisation des moyens réseau et des moyens humains et des moyens techniques de l'entreprise, mais il y a aussi une question de temps qui est forte. Monsieur Villaume, comment on manage un intrapreneur ? On est face à quelqu'un qui a été dirigeant, qui est pilote de projet, qui développe son activité au sein même de votre structure. Comment on manage une telle personne ? Pour mon côté, ça se passe plutôt bien parce qu'il manage une nouvelle unité, donc dans le jargon on dit une nouvelle business unit ou un nouveau projet. Donc il est entièrement responsable de son projet. Alors bien sûr, on fait la validation et la vérification, non, mais c'est normal. Mais en tout cas, sur mon modèle de fonctionnement, parce que moi je suis entrepreneur depuis mes études en fait. Ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est les moyens les plus faciles de piloter des projets parce qu'on on est passé par les mêmes difficultés, savoir est-ce qu'on sera capable de se nourrir à la fin du mois. Enfin, je dis ça parce que c'est une différence fondamentale et ça a été évoqué entre un entrepreneur et un intrapreneur. C'est que l'entrepreneur, il n'a pas de salaire, il utilise ses ressources. Quand on est primo-entrepreneur, alors on n'a même pas d'argent, on n'a pas de réseau. Enfin, c'est extrêmement difficile. Par contre, face à ces difficultés, si vous savez les résoudre, en fait, vous vous dites que vous n'avez pas le choix, comme vous n'avez pas de filet de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierrick, c'est-à-dire que de son côté, même s'il dit c'est plus mon argent, il a fallu faire le choix et renoncer à je suis entièrement autonome et quelque part je dois rendre des comptes. Enfin, c'est de cette manière-là. Mais finalement, ça marche bien parce qu'on manage en fait des nouveaux projets. Il n'existe pas de ligne directrice de réussite sur ce projet-là. Et en tant qu'entrepreneur ou même intrapreneur, je pense que la différence fondamentale aussi en tant que start-up, c'est de tester une idée, un projet et d'itérer. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, on ne s'entête pas et on crée quelque chose, on pivote, quoi. Je me tourne vers vous, Madame Tribou. On retrouve un peu la logique. Vous avez parlé de mettre en place un pitch. Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion de la part des salariés qui travaillent chez La Poste et à un moment donné, de pouvoir faire la sélection des projets les plus pertinents pour structurer, améliorer, développer les services qu'ils connaissent bien parce qu'ils travaillent dedans depuis des années. D'autres projets, vous êtes dans une association qui s'appelle Innovation Responsable. Il y a également l'usine du futur au niveau de la région Grand Est. Vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ces deux projets ? Effectivement, en fait, que ce soit au niveau de La Poste, que ce soit au niveau de la région Grand Est, au niveau d'innovation responsable, tout est question de connecter effectivement les opportunités, donc soutenir effectivement les entrepreneurs dans leur aventure, parce que comme ça a été rappelé, c'est une sacrée aventure. Donc au niveau de La Poste, l'idée c'était de travailler avec d'autres grands groupes pour pouvoir avancer ensemble, et c'était aussi de pouvoir, avec Innovation Responsable, aller au-devant de l'ensemble de ces personnes qui ont des idées, des projets pour pouvoir nous moderniser avec eux et les aider. Donc la manifestation Oser l'économie de demain, c'est une manifestation qui connecte des startups, des entrepreneurs, des grands groupes, des investisseurs et qui permet à un moment donné de réunir tout l'écosystème pour que tout le monde puisse réseauter et trouver une solution à son projet. Par rapport à la région Grand Est, effectivement, l'idée c'est de pouvoir travailler sur une lisibilité de cet écosystème parce que nous avons des
incubateurs, nous avons des sociétés d'accélération de transfert et technologie, des CRT. Nous avons un certain nombre d'acteurs qui permettent aux startups de pouvoir faire avancer leurs idées. Pour autant, c'est pas très lisible. Pour l'instant, c'était pas très opérant et les startups qui cherchaient quelque chose devaient un petit peu se débrouiller par elles-mêmes. Donc, on travaille sur la façon de pouvoir structurer cet écosystème de façon plus lisible et plus efficient. On a aussi, en Lorraine en tout cas, la chance d'avoir le réseau French Tech, Lorraine Tech, qui a permis effectivement de connecter l'ensemble des solutions pour des startups ensemble et d'être beaucoup plus opérants. Et puis, il y a effectivement toutes les solutions de financement. Quand on est une startup, on a besoin effectivement de fonds d'amorçage pour aussi et de fonds pour payer les premières études, parce qu'effectivement, que ce soit en interne d'une entreprise ou en externe, on trouvera des gens qui parient sur nous que si notre business model est percutant et pertinent, trouve un marché en face. Donc ça, c'est une première phase d'étude, faire la preuve de son marché après pour lever des fonds. Effectivement, on travaille sur un continuum de solutions de financement à la région Grand Est pour permettre aux startups à tous les stades de leur croissance de trouver des moyens pour assurer le financement de leurs projets. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour une startup d'identifier les moyens, les fonds régionaux d'amorçage, les capitaux risqueurs, les business angels. Maintenant, il y a le crowdfunding, il y a la love money. Enfin, tout ça, l'idée de les mettre en synergie et en connexion. Donc, c'est un gros travail, voilà, pour travailler sur l'écosystème innovant, pour soutenir l'entrepreneuriat. Et puis après, il y a les startups, mais il n'y a pas que les startups. Il y a aussi les PME, TPE qui doivent assurer leur modernisation, parce qu'effectivement, si les grands groupes, comme je l'ai expliqué avec La Poste, peuvent eux-mêmes assurer leur modernisation, ont les moyens, des PME, des TPE qui ont un peu aussi la tête dans le guidon, n'ont pas conscience qu'effectivement cette révolution industrielle peut percuter aussi leur modèle et finalement les empêcher d'avancer dans leur modernisation. Demain, se trouver face à des grands groupes pour lesquels ils ne sont plus aptes à répondre à leur appel à projet, parce qu'ils ne sont pas écologiquement responsables, parce qu'ils ne sont pas numériquement connectés au SI de ces grands groupes. Donc voilà, le projet Usine du futur, c'est de voir comment, à partir d'un diagnostic qu'on offre à ces entrepreneurs, comment on leur permet effectivement de se remettre à jour, de développer de la modernisation, et comment on les flèche aussi après via des plans d'action sur des dispositifs d'aide, voilà, pour qu'ils puissent engager leur modernisation. Et c'est tout l'écosystème des grands groupes, des PME, des startups qui doit avancer ensemble pour être demain la terre où il fait bon innover, investir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être intervenus. Je crois avoir une meilleure visibilité de ce qu'est l'intrapreneuriat. Les trois mots qui résument peut-être tout ce qu'on vient de dire, c'est une histoire de temps, on n'est plus du tout sur les mêmes espaces-temps. 2, une histoire de moyens, on n'est pas du tout sur la même utilisation des moyens entre l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Et puis une troisième chose, c'est la compétence sociale qui était en filigrane de toute notre conversation, de pouvoir avoir le réseau, de pouvoir se connecter à la bonne personne, de pouvoir matcher entre nous, c'est parce que ça match entre nous. Et donc derrière ça, tout est une question de personnalité, de motivation et de compétences. Merci à tous les quatre. Merci.